atteindre les playoffs la saison passée pour finir 3e de sa division la saison d'après et tout perdre en fait sur la dernière journée, il faut aimer les ascenseurs émotionnels quand on est fan de Jacksonville. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve après cette 18e semaine de compétition pour débriefer, comme tous les lundis, tout ce qui s'est passé sur la planète NFL lors de cette 18e et dernière semaine de compétition, puisque oui, la saison régulière est officiellement terminée en NFL. On connaît tous les champions, on connaît les 14 équipes qualifiées en play-off. On connaît aussi les 18 équipes éliminées, mais ça, on va moins en parler aujourd'hui. Sauf d'une, on verra à la fin, on en reparlera. On va teaser sur la fin du podcast. Restez avec nous, à la fin, il y a une séance de, je sais pas, on va parler d'une équipe et d'un jeu qui s'est déroulé dans la dernière minute d'un match. Bref, on vous en dit pas plus. Pour m'accompagner lors de ce podcast, l'un des seuls qualifiés de la rédaction, il en fallait bien un, on en a trouvé un, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui, alors, j'aime beaucoup votre compagnie, les gars, mais je dois dire qu'en matière de qualification pour les phases finales, bah là, ce soir, sur le coup, je me sens un petit peu seul. Mais c'est pas grave. Comptez sur moi, je vous raconterai comment ça se passe, parce que vous avez pas l'air de trop... bon, vous inquiétez pas. Non, c'est-à-dire que nous, on aime bien être en vacances au mois de janvier, tu vois. On n'a pas envie de se tanner jusqu'au 11 ou 12 février, là, à se dire, oh là là, est-ce qu'on va gagner? Nous, on prend des vacances au 7 janvier, on est tranquille. Ouais, mais C'est un peu comme le gars qui part 3 semaines avant dans les vacances d'été, tu vois, c'est un peu pareil. Oui, mais nous, dans la Bay Area, on est des travailleurs, on est des besogneux, on va au charbon, on va à la mine, on continue. Celui qui ne va pas à la mine, mais qui d'habitude va à l'écurie avec ses équidés sauvages, c'est mon Vince. Comment ça va, Vince? Eh bien, salut, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous mes copains qui se sont fait sortir aussi lamentablement. Et ils sont nombreux. Après une saison laborieuse, voilà, où on a eu espoir, puis pas espoir, puis re-espoir. Enfin bon, bref. Une saison classique des Broncos, soit dit en passant, et de nombreuses équipes, par là, attention, je ne mets pas que les Broncos. Ben oui, encore une fois, dernière saison, déjà, ça passe tellement vite, la NFL, c'est alors, le fou, je saison régulière. Je tiens à préciser, parce que Seb s'enorgueillit presque d'être l'un des seuls qui arrive jusqu'en playoff. Je rappelle que j'ai quand même l'honneur d'avoir une franchise qui a terminé avec un bilan positif. Et n'est-ce pas déjà une forme de victoire? N'est-ce pas déjà ça? N'est-ce pas déjà ça de prix? Parce que on peut pas dire que dans la rédaction, ça court les rues, les bilans positifs. Alors, donc, on se contente de ce qu'on peut, effectivement. Au point où j'en suis rendu. Contente-toi-en. Si tu penses que laisser aux Buccaneers 4 titres de la division d'affilée, c'est bien, sois content aussi. 3 titres de division consécutifs, on s'emballe pas, on reste à 3. On va pas non plus commencer à s'enflammer. Les Broncos, s'emballer, humour. C'est ça. Voilà. Ça aurait été mieux avec les Packers. L'emballage, les Packers. Joli. Ouais, joli, on emballe les Packers. On en parlera des Packers d'ailleurs dans la partie NFC, mais on commence par l'AFC, peut-être le match qui a tout changé dans cette 18e semaine et même plus généralement dans cette fin de saison de la NFL. C'est évidemment le match entre les Jaguars et les Titans, parce que non seulement il y a eu cette élimination des Jaguars, on va en reparler, mais c'est aussi une victoire des Titans qui a permis la qualification des Steelers, des Bills, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Steelers, Bills, et donc le titre de division pour Houston. Et donc les Texans aussi. Les Texans, ils étaient qualifiés déjà samedi soir en gagnant, mais au moins ils sont champions de division avec cette. Voilà. Donc c'est un seul match qui a fait en fait un espèce de château de cartes. Ça a tout complètement déblayé. Malheureusement, la victime, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Enfin, malheureusement pour eux, parce qu'on n'est pas spécialement fan ou hater de Jacksonville. C'est un peu, Seb, la boucle qui est bouclée. L'an dernier, les Jaguars s'étaient qualifiés en semaine 18 en battant les Titans du Tennessee, qui avaient fait une première moitié de saison excellente et qui avaient chuté sur la fin. Cette année, les Jaguars étaient largement en tête de leur division
Ils étaient même en course pour le first seed il y a encore un petit mois et demi de ça. Et là, ça a été la débandade en fin de saison, et c'est les Titans qui viennent les éliminer. La débandade, c'est pas rien de le dire. Il faut rappeler que Jacksonville a été 8-3 en 11e ou 12e journée avant de perdre 5 de leurs 6 derniers matchs. Et ils ont déjà, en faisant ça, laissé le champ libre en quelque sorte à Houston, puisque pour eux, c'était la victoire était obligatoire contre Tennessee dimanche. Sauf que, pas de bol, je pense que Tennessee n'a pas eu le mémo. On leur a pas dit que pour eux, le match était sans enjeu. Et Tennessee, ils ont joué crânement ce match jusqu'au bout. Jacksonville qui alloue 175 yards au sol et le plus gros nombre de points encaissés. Enfin, plutôt exactement, le plus gros nombre de points marqués par Tennessee dans cette saison, 28, c'est leur plus gros total. Il y a 2 turnovers, il y a 3 turnovers en down. Enfin voilà, ils ne se sont pas aidés. Et puis on a senti un Trevor Lawrence fébrile, en particulier quand il s'est agi de jouer les quatrièmes downs, ce que Jacksonville a été obligé de faire assez tôt puisqu'ils ont été assez rapidement menés de 15 points et au milieu du troisième quart, ils sont déjà obligés de jouer les force downs. Et il y aura notamment une force and goal qui n'aboutira pas et qui a été, à mon avis, le premier clou dans le cercueil de Jacksonville hier soir. Est-ce qu'il n'y a pas eu, Vince, une très mauvaise gestion de la part des Jaguars dans cette rencontre-là? Parce qu'on a quand même, Seb vient de le dire, sur les quatrièmes tentatives, des choix qui sont discutables. Alors, il y a cette 4e et 1 qui est tenté, enfin 4e et goal qui est tenté par Trevor Lawrence qui finit un peu court sur un quarterback sneak. On a aussi, quand ils amorcent un dernier drive pour remonter, ils sont donc en première tentative, ils gagnent 8 yards, ils se retrouvent en 2e et 2 à l'entrée de la moitié de terrain des Titans. Et là, ils tentent 3 passes de suite qui vont à chaque fois échouer, dont la dernière qui est quand même largement surdosée. Et ils se retrouvent avec donc une 2e et 2, une 3e et 2, une 4e et 2 non convertis, rend le ballon aux Titans et c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas eu là quand même un gros problème de gestion de la part des Jaguars? Le plan de jeu des Jaguars était très flou, moi j'ai trouvé sur ce match. Après, Seb l'a très bien dit, hein, quand on se rend chez les Titans et qu'on alloue 175 yards de sol, quand on sait que c'est certainement le dernier match de Derrick Henry chez les Titans du Tennessee et que donc il va vouloir faire une bonne figure et montrer une belle prestation pour un peu son jubilé à la maison, je comprends pas comment tu ne mets pas en place un jeu de défense axé sur la défense au sol. Parce que littéralement, ils se sont fait ouvrir sur la défense, sur la course. 175 yards à la course, Seb l'a dit, seulement 152 à la passe. Ils ont plus de yards à la course qu'à la passe. C'est quand même très, très significatif de ce match-là et de la mauvaise gestion qu'ils ont eue dans la préparation avant même de ce match. Moi, je trouve que là-dessus, personnellement, je m'attendais à une victoire du Tennessee parce que effectivement, les Jaguars avaient beaucoup trop de pression sur eux. Et effectivement, la série de défaites qu'ils vont enclencher depuis cette fameuse 12e semaine était vraiment dramatique, quoi. Donc, bon, ils n'ont pas réussi à passer, à step up, comme on dit, à passer au niveau dessus, à s'offrir une division qui leur était vraiment grandement ouverte, hein. Encore une fois, on en a parlé, même à un moment donné, on les mettait même favoris pour être first seed de toute la conférence, quoi. Et voilà, ils se sont pris les pieds dans le tapis tout seuls, j'ai l'impression. Le gros souci qu'il va y avoir maintenant, c'est que, à mon sens, ça risque potentiellement d'exploser du côté de Jacksonville. À mon avis, il va y avoir quand même un gros dossier sur le QB qui va devoir être ouvert. Est-ce que Trevor Lawrence va vraiment pouvoir être le QB qui va amener cette franchise au-delà? J'ai pas la réponse et franchement, ça me devient celui qu'il a, quoi. Justement, Seb, c'était là-dessus que j'allais embrayer sur Trevor Lawrence, qui est quand même
c'est un peu... ça souffle le chaud et le froid quand même, parce qu'on a des très belles phases de jeu où tu te dis que ça peut donner quelque chose, et puis en même temps, tu as des moments où tu te dis c'est quand même... Alors la première interception qu'il concède, c'est plutôt un drop d'Evan Engram qu'une mauvaise passe, mais la deuxième interception est quand même assez moche. Il y a des lancers qui sont beaucoup trop longs. On sait que Trevor Lawrence était incertain jusqu'aux derniers instants du match, hein, puisque il était questionable vraiment jusqu'à 1 ou 2 heures avant le match. Est-ce qu'il n'y a pas là est-ce qu'il y a un problème Trevor Lawrence en fait, parce que quelque part leur chute arrive au moment de sa première blessure dans la défaite contre les Bengals. Est-ce Alors, que avant oui, celle, oui, juste Vince. pour parler, hein, attention, moi, Trevor Lawrence, je le critique sur sa fin de saison et je pense qu'il est critiquable. Il faut pas oublier le début de saison quand même qu'il fait et où il est quand même très bon sur les 8-10 premiers matchs. Voilà. Je Ah oui. voulais juste rappeler ça. Je te laisse la parole. Mais justement, est-ce qu'il y a un si gros problème Trevor Lawrence, ou est-ce que le problème c'est en fait qu'il s'est juste blessé? On sait qu'il a multiplié les blessures sur la dernière partie de saison, et peut-être qu'il était juste encore une fois pas prêt à revenir hier et qu'ils l'ont fait revenir pour se donner une chance de se qualifier. Je vais être moins catégorique que Vince sur la question Trevor Lawrence. Déjà, bon, faut regarder quelque chose. Sa ligne de stats sur ce match, alors certes, il y a 2 interceptions. Il fait un 29 sur 43, 280 yards, 2 touchdowns. Si on met de côté les 2 interceptions, je vous conseille que c'est difficile, c'est quand même pas une ligne de stats honteuse. Néanmoins, moi, je voudrais revenir sur un autre point qu'on a pas mis en avant, c'est que à mon sens, à Jacksonville, en attaque, les problèmes, ils commencent à la blessure de Christian Kirk. Et dans le même temps, il y a un jeu au sol qui s'effondre avec un Travis Etienne qui est de moins en moins bien utilisé. Et là-dessus se rajoutent les blessures de Lawrence. Il faut quand même se souvenir, il a eu une cheville, il a eu une commotion, il a eu une épaule. La semaine dernière, il était laissé au repos, il était sur le banc en 17e journée à cause de cette blessure. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme et ça commence à faire beaucoup pour un seul club. Effectivement, on ne peut que critiquer ces décisions, les décisions qui ont été prises sur les 4e downs, comme tu le disais plus tôt, mais je ne suis pas sûr qu'il porte seul les raisons de cet échec, Trevor Lawrence. Forcément, il est sous les projecteurs, il est le quarterback, il est le franchise quarterback du club. Je pense qu'il est victime des différentes blessures qui ont handicapé ce groupe. Je pense qu'il est aussi victime de la hype qui entourait Jacksonville au début de cette saison, à laquelle, à titre personnel, je croyais seulement très moyennement. Mais là où je suis d'accord avec Vince, c'est que ça va ouvrir un gros dossier, mais le gros dossier qu'on va ouvrir, ça va être le dossier de Jacksonville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette franchise qui a progressé considérablement ces dernières années puisse déjà passer une étape et puis aussi s'inscrire dans quelque chose de pérenne? Parce que atteindre les playoffs la saison passée pour finir 3e de sa division la saison d'après et tout perdre en fait sur la dernière journée, il faut aimer les ascenseurs émotionnels quand on est fan de Jacksonville. Ah oui, depuis 2 ans, ça monte et ça descend, ça n'arrête jamais. Bon, au final, je pense que ce qu'il faut, c'est que Jacksonville joue à Londres. Je crois qu'on va parler clairement. On va mettre les Jaguars à Londres parce que tout se passe bien quand ils viennent jouer à Londres. Par contre, quand ils jouent dans leur stade avec piscine, ça va moins bien. Donc visiblement, ils aiment l'eau, mais quand ça tombe du ciel, donc on va les relocaliser en Europe. Ça se passera très bien. En plus, nous, on aura de la NFL à côté de chez nous. Bon, c'est peut-être pas la division la plus exaltante, quoique cette année, ça a été quand même une assez bonne AFC Sud. Donc voilà, pourquoi pas. Moi, je milite pour la relocalisation, et je suis sûr que certains de nos auditeurs vont se joindre à moi. On va monter une association de 3 personnes, ce sera déjà pas mal, ça nous permettra de faire un bureau. C'est déjà ça. Bon, si les Jaguars ont perdu, ça a ouvert la porte donc à nos amis des Texans, qui ont
pu aller chercher un titre de division. Ils nous ont fait ce qu'on appelle dans le jargon de la NFL, alors ça s'appelle du pire au meilleur, hein, du worst to first. C'est d'ailleurs, tiens, le saviez-vous, sur les 21 dernières saisons, il y a eu 19 saisons où il y a eu une équipe qui avait terminé dernier de sa division l'année précédente, qui a terminé championne l'année suivante. Donc c'est assez fréquent. Et cette année, c'est les Texans qui ont réussi cet exploit. Des Texans qu'en début de saison, on avait dit peut-être encore un peu jeunes, à l'image de leur quarterback, à l'image de leur coach, des Meko Ryans, dont on n'aura pas fini d'entendre parler, je pense, quand on va faire les remises de trophées en fin de saison. Des Meko Ryans devraient être dans la discussion du coach de l'année, c'est fort probable quand même. Ces Texans, ils sont quand même extrêmement impressionnants, Vince. Ils ont quasiment rien lâché cette saison. Il y a eu ce petit trou quand CJ Stroud a été blessé, et dès qu'il revient, la machine se réenclenche tout de suite. Non, mais tu l'as dit, tu as dit qu'on croyait trop jeunes. Ils sont trop jeunes. C'est pas on croyait, c'est incroyable. C'est digne des plus grandes séries. Il va y avoir une série là-dessus, je sais pas, mais ce QB CJ Stroud qui se fait drafter, un nouveau coach en NFL, on arrive, on les met ensemble, bim, ça prend, la mayonnaise elle prend, et puis c'est au-delà de la qualification, moi je trouve surtout c'est ce qu'ils dégagent, ce qu'ils ont apporté comme vent de fraîcheur sur la NFL. Ce nouveau jeu, ce nouveau style de jeu, bien posé, bien la tête sur les épaules, on prend le temps de faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait anticipé, et on met en place un schéma de jeu qui va permettre de rouler un petit peu tranquillement sur l'adversaire en mettant en place un jeu à la passe pour permettre derrière l'ouverture à la course. Et d'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. Donc c'est très très bien. Moi, j'ai vraiment aimé cette saison des Texans. Je me suis régalé. J'aurais pas cru dire ça un jour, mais je vous le dis, voilà. Je me suis régalé en voyant les Texans. Et ils ont fait ce que Jacksonville n'a pas réussi à faire. Ils ont gagné le match qu'il fallait. Aller gagner chez les Colts, qui font une saison très honorable, hein, il faut le dire aussi. Les Colts qui c'était une vraie finale, un vrai tour préliminaire de playoff. Hein. C'était le gagnant se qualifie, le perdant est éliminé. Exactement, hein, parce que les Colts, s'ils gagnent, c'est eux qui finissent en 17 et qui sont champions. Hein, donc voilà. C'était donc ce match-là, aller gagner chez les Colts en dernière semaine de 4 points, franchement bravo, incroyable. Ils ont réussi à faire ce que Jacksonville n'a pas fait. Alors ils vont gagner à la Steelers, en mettant moins de yards que leur adversaire, mais ils ont gagné quand même, avec une grosse domination à la passe. 246 yards à la passe contre 60 seulement pour la course. Du côté de Houston, c'était un peu plus équilibré du côté d'Indiana, même s'ils ont énormément couru Indiana, 227 yards à la course et 133 à la passe. C'est un peu, mais j'ai pas envie de rentrer déjà dans les previews du week-end qui arrive, mais c'est un peu attention à ça du côté des Texans, la défense à la course. Attention à ça. De manière récurrente cette saison, j'ai l'impression que ils sont un peu plus laissés faire là-dessus. Sinon, moi j'ai rien à dire. C'est la belle histoire. Et je les suivrai avec attention quand même cette année en playoff, et attention pour la suite, parce que non seulement ils se sont qualifiés en faisant justement du the worst to the best. Non seulement ils ont fait ça, mais en plus de ça, je pense que le duo de coach QB va pouvoir peut-être faire un peu saliver et donne envie c'est assez sexy, et je pense qu'il y a certains joueurs qui vont avoir envie d'aller jouer dans cette franchise-là, parce qu'elle est très dynamique, il y a beaucoup de gens qui regardent, et je me dis, pourquoi pas. Et ils ont eu des vents contraires, ces Texans, parce qu'on rappelle quand même qu'il y avait une très belle osmose entre CJ Stroud et Tank Dell, notamment. Tank Dell s'est blessé,
Et là, on retrouve maintenant, bon alors ça a été le cas un peu toute la saison, mais une connexion entre Stroud et Nico Collins sur ce match. Enfin, s'il vous plaît quand même, 9 réceptions, 165 yards, 195 pardon yards pour, j'ai inversé le 6 et le 9, 195 yards et un touchdown magnifique d'ailleurs de 75 yards sur le premier jeu offensif des Texans. C'est vraiment quelque chose, tu te dis, ce CJ Stroud, il est vraiment épatant, c'est clairement, et alors il y a ce débat toujours, et on l'aura aussi, le débat du rookie offensif de l'année. Certains considèrent qu'il a tué le jeu, d'autres se disent Puka Nacua a quand même aussi des arguments à faire valoir avec son record de yards en réception et son record de réception. Mais c'est vrai qu'on a vu que quand CJ Stroud n'était pas là, clairement, il manquait quelque chose. Si on parle de joueurs qui apportent une plus-value à son équipe, c'est la définition même, CJ Stroud, Seb. Absolument, absolument. On l'a vu lors de son absence. Il y a eu une sorte de baisse de régime de la part des Texans. Reconnaissons tout de même on espérait que Stroud allait apporter quelque chose, mais ça a complètement dépassé nos espérances. Là, je dirais pas qu'ils sont trop jeunes, mais ils sont particulièrement en avance sur le planning. Une pensée pour les Panthers. Voilà. Une pensée pour les Panthers. Oui, mais attention, parce que c'est facile de dire ça, mais rien ne dit que Stroud chez les Panthers, ça aurait fonctionné. Mais bien sûr, parce que c'est aussi l'alchimie avec un coach, c'est aussi les joueurs qu'il y a autour, c'est aussi la ligne, enfin bref, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, évidemment. Mais donc oui, effectivement, son apport a été largement au-delà des espérances. Et puis là encore sur ce match, il rend une fiche à 20 sur 26, 264 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. On parlait de Nico Collins surtout 9 réceptions sur 9 targets. C'est-à-dire qu'il a attrapé absolument tout ce qu'on lui a envoyé. Il n'y a pas eu une passe manquée sur lui. La connexion est absolument parfaite. Le point faible de cette équipe, ça reste le sol, en attaque comme en défense. En effet, Vince, tu avais raison, puisque leur défense au sol, elle est classée assez, elle est pas trop mal classée en termes de défense, puisque elle est 6e, mais elle encaisse quand même 27 touchdowns. En revanche, l'attaque au sol n'est classée que 22e en termes de terrain gagné, et c'est peut-être là que le bas peut blesser pour l'avenir. Il va falloir que Houston se trouve un jeu au sol. Mais en attendant, pour le moment, non seulement cette équipe qui a connu 4 coachs en 4 saisons et qui avait gagné 11 matchs cumulés sur les 3 dernières saisons, se retrouve qualifiée pour les playoffs, mais en plus en tête de sa division et avec la manière, non vraiment chapeau, belle saison, Houston cette année, c'était chouette à regarder. Et je vais déjà partir sur de l'extraterrestre et tout, mais on parle de mise en place d'un jeu au sol pour le futur et tout ça. On vient de parler de Derrick Henry qui avait peut-être joué son dernier match, non, chez les Titans. Ça serait costaud quand même, moi je trouve. Oui, c'est loin d'être impossible parce qu'en plus, si ma mémoire est bonne, c'est que c'est des rivaux de division. Donc voilà, c'est ça. Si ma mémoire est bonne, il y a du cap space du côté de Houston pour la saison prochaine. Largement, je crois qu'ils sont 5e à avoir le plus gros cap space ou quelque chose comme ça. Le seul petit hic, c'est que je sais pas si Derrick Henry ira signer dans une franchise rivale des Titans, alors qu'il a quand même passé 7 ou 8 ans, si ma mémoire est bonne, du côté de Tennessee. C'était supposition et c'était. Oui, mais c'est vrai. Peut-être que dans une autre division, ça aurait été un feat assez incroyable. Pour appuyer effectivement Seb, comme on l'a dit, hein, l'attaque au sol, en fait ils se sont appuyés sur cette attaque de jeu de passe pour essayer de mettre en place un jeu au sol. Bon, ça n'a pas spécialement pris, mais pour autant c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est quand même très encourageant, comme l'a dit Seb, c'était très beau à voir et c'était très intéressant à voir les plans de jeu, surtout tactiquement, des coachs mis en place, c'était vraiment sympa.
Et je tiens à souligner, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, le très bon travail cette année aussi de leur kicker Kaimi Fairbairn, qui a été presque excellent, puisqu'il est à plus de 96% de field goal réussi sur la saison. Donc alors certes, on va nous dire oui, c'est dans un stade couvert, etc., etc. N'empêche que on sait que les kickers, ça peut avoir une importance capitale. Et la saison de Kaimi Fairbairn, alors je vous laisserai prononcer le nom entier de notre ami Fairbairn. Je ne m'y lancerai pas dans ce podcast, mais je vais essayer de m'entraîner pour le match de samedi contre les Browns. C'est un match, alors on fera la preview mercredi, mais c'est vrai que c'est un match, va falloir quand même se méfier de ces Texans parce ils arrivent, ils n'ont rien à perdre, personne ne les attendait là, et maintenant c'est advienne que pourra. J'ai envie de dire, c'est un peu les Brock Purdy de cette année, tu vois. On les attendait pas là, et ils y sont, donc maintenant il se passera ce qui se passera, et puis on verra bien du côté de Houston, mais en tout cas c'est évidemment une saison déjà réussie. On se rappelle que l'an dernier, contre les Colts, à la même période, ils avaient perdu le first pick de la draft sur la dernière journée. Ben, cette année, ils ont réussi à être champions de division sur la dernière journée. Comme quoi, hein, les choses vont vite en NFL. On a parlé donc des Jaguars qui ouvrent la porte aux Texans, et les Texans qui, tels des buffles, tels des taureaux, sont allés enfoncer cette porte ouverte. Et on a une autre équipe qui s'est qualifiée grâce à la défaite des Jaguars, mais aussi grâce à leur propre victoire, parce qu'il fallait quand même qu'ils gagnent. Ce sont les Steelers de Pittsburgh qui sont allés gagner du côté de Baltimore dans un match, comment qualifierons-nous le match assez pauvre offensivement, de cataclysmique au niveau de la météo. Je sais pas. Fifou. C'est pas fifou. Non, c'était pas fifou. Honnêtement, pour avoir été d'astreinte pour faire le résumé jusqu'à 1h30 du matin, on peut pas dire que ce soit le plus beau cadeau qu'on ait fait de la saison. Voilà. Et c'est vraiment sans aucune méchanceté auprès ni des fans de Baltimore ni des fans des Steelers que j'apprécie particulièrement, mais c'était pas clairement le match de l'année. Bon, j'ai envie de dire, Vince, les Steelers, ils ont gagné avec leur force, hein, une grosse défense, et puis on marque les points qu'il faut quand il faut. Ils ont gagné encore une fois, ils ont gagné le match qu'il fallait. À croire que les Ravens avaient aussi envie de laisser l'AFC North avec 3 qualifiés, de laisser leurs copains des Steelers se qualifier. Mais après, bon, les Ravens, first seed, ils étaient sûrs d'être first seed. Forcément, ils ont fait tourner. Forcément, ils avaient la tête déjà ce match donc dans 2 semaines pour eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait tourner. Attention à ça aussi, hein, faire tourner. Là, les gens ils n'auront pas de match pendant 3 semaines. Ça fait un peu beaucoup. Non, après, j'ai pas grand-chose à dire sur le match parce que c'était, comme tu l'as dit, il y avait une météo un peu bizarre, un peu cataclysmique. C'était pas. Il pleuvait des trompes d'eau, il y avait du vent. Ouais. C'était horrible. C'était pas le plus gros match, mais mine de rien, il a permis quand même de voir une belle victoire des Steelers sur les Ravens. Oui, les Steelers qui ont fait une Steelers, hein, ils ont gagné. Alors ils ont mis plus de yards que leur adversaire, mais de peu. Ils ont assuré le jeu au sol autant que le jeu à la passe, 155-134. Donc, ouais, avec quand même, Seb, un très gros Najee Harris qui revient bien sur cette fin de saison. On sait que Najee Harris avait été un petit peu en difficulté sur le début de la saison 2023. Ça avait été déjà performant la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle dans peut-être ce qui a été la victoire twist, si j'ai envie de dire, pour ces Steelers. On les sentait, ils avaient 2 matchs à jouer. Il y a 2 semaines, on se disait, ils ont les Seahawks à l'extérieur et les Ravens à l'extérieur aussi. Les Ravens, à ce moment-là, n'étaient pas encore first seed, donc c'était quand même un calendrier assez épicé. On se demandait même s'ils allaient finir avec un bilan positif. Finalement, ils ont eu cette victoire qu'ils sont allés chercher du côté de Seattle. Baltimore, par un concours de circonstances et par leur victoire, ont réussi à prendre le first seed, ce qui a peut-être, entre guillemets, facilité la tâche des Steelers. Et là, on se retrouve avec 2 victoires de suite. Et je le disais, un Najee Harris qui met 112 yards, un touchdown, et sur qui a reposé une très grosse partie du jeu offensif des Steelers. Absolument, c'est lui qui se taille et de loin la part du lion avec ses 112 yards, puisqu'après, au sol, il faut aller chercher Jalen Warren, qui est deuxième corps à 33 yards, et même en termes de réception, Deontay Johnson, qui est le meilleur receveur pour les Steelers à la rencontre, culmine à 89 yards. Mais
on sait que Najee Harris, il est devenu une pièce essentielle du dispositif offensif des Steelers. Un dispositif offensif qui, néanmoins, on va pas se mentir, est dans l'ensemble assez faible. On a, en termes de jeu de passe, un Mason Rudolph qui fait un 18/20. Alors, c'est très bien, 18/20 à l'école, ça fait une super note. Mais 152 yards, dont 71 sur un seul jeu, sur une passe sur Deontay Johnson, c'est vous dire si, offensivement, c'était quand même pas la folie des grands soirs. Et puis, en face, Tyler Huntley avait pris les rênes de l'attaque et on est sur les mêmes types de chiffres, hein, 15/28, 146 yards, un touchdown. Huntley, il a été submergé par la défense des Steelers qui est restée impitoyable comme elle sait l'être. Alors, en revanche, un point qu'on n'a pas encore mis en avant, justement, dans cette défense des Steelers, c'est que il s'est passé quelque chose et qui, à mon avis, va peser de tout son poids dès dimanche. C'est que TJ Watt, le pilier, l'homme à 19 sacs, se blesse en troisième quart et qu'il sera, il est quasi certain qu'il sera indisponible. Oui, on parle d'une absence de 2 semaines, hein, pour TJ Watt, donc ça devrait être voilà. Alors il y a rien d'officiel encore, mais selon, sauf s'il nous fait une Aaron Rodgers à pouvoir se guérir en 3 jours. Sinon, il y a quand même peu de chances que, avec sa blessure qu'il a, c'est un grade 2, hein, au niveau de son ligament. Il y a normalement 2 semaines en gros, hein, de rétablissement, et 2 semaines, va falloir passer 2 tours de playoff du coup, sans TJ Watt. Donc la tâche risque d'être compliquée, mais j'anticipe. L'essentiel pour Pittsburgh, c'était d'assurer cette qualification pour laquelle, comme tu le disais, Flav, ils n'étaient pas totalement maîtres de leur destin, parce qu'ils avaient besoin d'une défaite de Jacksonville ou de Buffalo. Écoute, ils l'ont rempli, ils l'ont réussi, ce pari. À noter tout de même, l'anomalie statistique qui est Pittsburgh se confirme sur la saison. Ce club, il a été outscored de 20 points sur toute la durée de la saison. Il a marqué 20 points de moins que ses adversaires. C'est comme si, comme tu le disais, je crois, une fois, tu remportais la Ligue 1 avec un différentiel de but de -1, et surtout, il a été outgained de plus de 700 yards par ses adversaires. Donc, c'est comme si leurs adversaires avaient joué 2 voire 3 matchs de plus en termes de gain de terrain face à Pittsburgh. Et pourtant, il passe en playoff, il se qualifie. Comme quoi, hein, tout est possible. Alors, il va y avoir quand même un petit énigme qui va nous occuper lors de cette semaine. On en reparlera mercredi pour la preview du tour de playoff, mais on va essayer déjà de prendre la température. Est-ce que, comme quarterback, on remet Kenny Pickett ou est-ce qu'on garde Mason Rudolph? Est-ce qu'on garde la main chaude? Parce que Mason Rudolph, depuis qu'il a pris les rênes de l'attaque, si j'ose dire, à Noël, eh ben, c'est 3 victoires, 0 défaite pour les Steelers. La main chaude, la main tiède, hein. T'es généreux. Hein. Oui, mais attends, c'est l'attaque des Steelers, ça. On va se contenter de ça. Oui, justement, précisément, enfin, la différence entre les deux est quand même subtile. Tu me l'accorderas. Hein. Oui, alors il y a quand même une entente, tiens d'ailleurs c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont gagné les Steelers avec aucune target pour George Pickens. Aucune. Il n'y en a pas eu une seule. Et George Pickens a eu un jeu à la course où il a gagné quelques yards, je n'ai pas le chiffre exact, mais vraiment quelques yards. Et il n'a jamais été visé, alors même que dans les 2 matchs précédents de Mason Rudolph, c'était des chiffres assez extraordinaires pour George Pickens. Alors quelque part c'est rassurant parce qu'on peut se dire qu'ils n'ont pas besoin de ça pour battre Baltimore, ce qui est déjà une bonne chose. Baltimore d'ailleurs qui est devenu une victime des Steelers parce que ça fait quand même ils les ont battus 2 fois cette saison, Pittsburgh, et sur les 10 derniers matchs, je crois que c'est 7 ou 8 victoires de Pittsburgh, faudrait vérifier, mais c'est quelque chose. J'ai vu une stat passer comme ça dans le match. Bon, alors du coup, tu remets Kenny Pickett, toi, Seb?
Parce que normalement, il était en santé là pour la Week 18, donc c'est un choix de Mike Tomlin d'avoir laissé Mason Rudolph. C'est quand même très dur là. Question, toi, un lundi soir à presque 22h, mais En plus, on avait dit qu'on faisait pas les previews, donc. Non, mais on fait pas de preview. Je demande ce que vous en pensez du cas du quarterback chez les Steelers, c'est tout. Plus sérieusement, j'irai avec Mason Rudolph parce que effectivement, avec lui, ses 3 victoires, il n'a pas lancé une interception en 3 matchs. Tant qu'à faire un choix, moi j'irai avec celui avec qui ça fonctionne actuellement. Kenny Pickett, on le sait, maintenant, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Il est pas. Il mine de rien, il y a peut-être un manque de rythme aussi, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué Kenny Pickett. Ça fait un mois et demi. Voilà, donc il y a probablement un manque de rythme. Mitch Trubisky, c'est s'il y a quelqu'un qui se blesse, parce que voilà. C'est le Josh Johnson des Steelers maintenant. Des Steelers. À titre personnel, j'irais avec Mason Rudolph parce que oui, comme tu le disais, c'est celui qui a la main chaude actuellement dans cette attaque qui est quand même assez chaotique pour dire le moins. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, du coup, Vince, tu veux ton avis ou pas? Parce que tu m'as dit que ma question était nulle. Alors, Mais non, on n'a pas dit que ta question était nulle. Moi, je ferais pareil, effectivement. Je garderais bien Rudolph parce qu'effectivement, il a joué les derniers matchs et que c'est lui qui est dans la dynamique actuelle et qui voilà. Et puis, ça serait un peu incompréhensible en fait de le faire sortir là, je trouve. Maintenant, vu ce qu'il a fait, vu ses prestations. Maintenant, voilà, il faut savoir raison garder. C'était un match avec 17 points marqués contre les Ravens bis terre. Donc voilà. Et encore une fois, je rejoins Seb sur un truc, c'est qu'on oublie que leur plus grande force, c'était la défense et que TJ Watt s'est blessé. Et ça peut être très très compliqué. Ça risque d'être compliqué. Et la troisième. Juste un truc avant de passer à une autre division et pour faire un peu écho à nos collègues de TFA, il ne faut pas oublier non plus dans cette division la victoire des Cincinnati. Et je me demande si Cincinnati finalement n'a pas lancé sa saison là-dessus, non ? C'est la question qu'il faut poser à Seb. Les Bengals sont-ils lancés ? J'étais sûr que t'allais me la faire. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. C'est pas moi. Je suis plus rien. J'allais passer aux Bills, moi, tu vois. Et là, hop, c'est tel un effet boule. Il n'avait pas voulu passer aux Bills. Et oui, c'est ça qui est beau. Et donc, quand j'ai vu le 24-0 de hier à la mi-temps des Bengals, je n'ai pu m'empêcher de penser à Seb. Je me suis dit, va-t-on lui poser la question ? Et oui, ils ont lancé leur saison. Donc, voilà. Dans la première mi-temps de la 18e semaine. Bravo aux Bengals. Alors, blague mise à part, les Bengals qui finissent aussi avec un bilan positif. 9 victoires et 8 défaites. Ce qui est quand même pas rien. Sans Joe Burrow pendant une bonne partie de la saison, avec des problèmes de blessures, avec tout ça, c'est quand même, et dans une division FC Nord qui a été particulièrement relevée sur toute la saison. Est-ce que quelqu'un a une stat de quand est-ce que la dernière fois qu'une division s'est finie avec les 4 équipes en positif ? Avec les 4 en positif, non, je ne l'ai pas. Donc on cherchera ça pour mercredi. Ouais. Voilà, je te chercherai ça pour mercredi. Désolé, je pose une colle. Pas de souci, mais la prochaine fois, pose-nous les questions avant qu'on ait le temps de les préparer, c'est tout. Évite le à brûle pour point, parce que bon, il y a sur certains trucs on peut, mais là, non. Quoi. On n'est pas NFL. Comme ça, quoi. On n'est pas NFL Research. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a les stats qu'on nous donne, quoi. Mais on va chercher, ça va se trouver, il n'y a pas de souci. On passe donc aux Bills qui eux aussi se sont qualifiés avec la victoire des Titans face aux Jaguars. Mais il leur restait quand même un enjeu à ces Bills, c'était d'aller chercher le titre de division s'ils s'imposaient contre les Dolphins de Miami. Victoire qu'ils sont allés chercher 21-14, et une victoire qui leur donne donc la première place de l'AFC Est, alors qu'il y a encore 6 semaines. C'est un podcast qui a décidément mal vieilli, celui qu'on a fait sur la First Seed, parce qu'entre Jacksonville, qu'on avait mis en potentiellement First Seed, et les Bills qu'on voyait presque éliminés, c'est pas un podcast qu'il faut réécouter 5 semaines plus tard, je vous le dis tout de suite. Et donc les Bills qui sont champions, et qui vont aller jouer, alors ils reçoivent les Steelers, je crois, pour le premier tour de play-off. Vince, finalement, les Bills, ils ont fait une très grosse dernière partie de saison, et un match peut-être pas excellent, mais qui leur a permis au moins d'aller chercher le titre de division. Oui,
Oui, c'est surtout ça qu'il faut noter. Après tout, hein, encore une fois, les équipes se battent là-dessus. Deux équipes qui finissent à 11-6 dans la même division, c'est beau. Bon, les divisions étaient vraiment dominées par ces deux équipes, hein. Il faut rappeler juste pour les auditeurs qu'il y avait les Jets et les Patriots aussi dans la division, qui ont été, eux, très décevants. Les Dolphins ont été en dents de scie, sont qualifiés, mais ils finissent je trouve, un peu en autre boudin cette saison-là. On va voir ce que ça va donner, mais je m'attendais un peu mieux de leur part, vu le début de saison. À l'inverse, par contre, les Bills ont su vraiment appuyer là où il fallait pour se transcender et pour aller chercher cette victoire hier qui leur a permis de clincher la division, comme on dit, et donc de finir premier de la division. Mais voilà, c'était un match à enjeu, hein, puisque quand même, typiquement, Miami va se déplacer à Kansas City. C'est pas du tout la même que le match qui attend les Bills, par exemple. Donc, bon, Josh Allen a sorti un très bon match. Je le ressens très en forme là ces derniers temps, très dynamique, assez mobile. Chose qui avait un peu disparu, je trouve, moi, surtout en milieu de saison. J'avais l'impression, alors, je ne sais pas si c'était un manque de confiance en lui, en sa ligne, en ses receveurs, j'arrive pas trop à le savoir, mais j'avais l'impression qu'il y avait un petit caillou dans la chaussure, quoi. Il y avait quelque chose qui le gênait. J'ai l'impression qu'il a retrouvé beaucoup d'allant, beaucoup de, de, de lecture, beaucoup de confiance, et ça lui permet de faire un bon match, parce que quand même, 359 yards à 30 sur 38, il y a 2 interceptions, c'est sûr, je suis d'accord. Mais sinon, ça reste un très beau match quand même de la part de Josh Allen, qui arrive à faire 67 yards à la course. Bon, c'est bien. Moi, j'apprécie et je me dis que les Bills ont fait une fin de saison, la fin de saison qu'il fallait en tout cas, pour aller décrocher cette place en playoff avec le first seed de la division. Et c'est assez prometteur, je trouve. Il ne faut pas les enterrer. Et justement, mon cher Seb, j'ai envie de dire, cette saison de Josh Allen et la fin de saison de Josh Allen, c'est presque un copier-coller en fait de la saison des Bills. C'est-à-dire qu'on a eu des très hauts et des très bas. C'est un peu le roller coaster, les montagnes russes entre notre ami Josh Allen et les Bills. Alors est-ce que c'est dû au fait que Josh Allen soit proéminent dans la franchise, je ne sais pas, mais on a l'impression que Josh Allen est capable sur un drive d'être excellent et le drive suivant de balancer une saucisse. Mais oui, mais 1000 fois oui. Écoute, je regarde mes notes. Le terme de roller coaster, je l'ai écrit en toutes lettres dans mes notes au sujet de ce match parce que Josh Allen, quand il a le ballon, alors je suis d'accord sur certains points avec Vince, beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme, très mobile, etc. Mais quand il a le ballon en main, tu as l'impression que tout, mais vraiment tout, peut arriver, même le plus catastrophique. C'est un peu à l'image, alors dans un autre registre, d'un Brett Favre qui était un J'ai cru que gunslinger. tu allais me dire Jameis Winston. J'étais à Parce que deux doigts ça, d'avoir Jameis. on l'a oublié, quelqu'un comme Favre, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques sur son jeu de passe. Ça lui a réussi. Le problème avec Josh Allen, c'est que quand ça réussit, c'est particulièrement brillant. Quand ça réussit pas, c'est catastrophique. Effectivement, il y a, il y a ces 2 interceptions qui gâchent un petit peu sa ligne de stats. Et puis il y a en fin de première mi-temps un gros cafouillage dans la gestion du chrono qui stoppe un drive À sur 2 les yards. 2 yards de Miami, mais c'est à s'arracher. Je regardais ça, j'ai failli m'arracher les cheveux en me disant mais c'est pas possible. Surtout que, si tu te rappelles bien, il y avait déjà eu un cafouillage la saison dernière des Bills contre les Dolphins, parce que c'était le fameux mème où le coordinateur se défonçait son cahier dans la loge, parce qu'ils n'avaient pas pu arrêter le chrono avant la mi-temps. Il y avait eu un cafouillage. Alors c'était plus loin, c'était vers la mi-terrain, mais n'empêche qu'il y avait déjà eu dans la même opposition. Et là, c'est fou. Et de voir aussi que cette équipe, sur la première mi-temps, ils amassent 286 total yards et ils ont marqué 7 malheureux points. T'as l'impression que ça se dépense beaucoup pour un résultat qui est pas top. Donc,
c'est vrai que c'est chouette, hein, attention à avoir joué, c'est vrai que c'est spectaculaire, mais il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, heureusement, il y a la défense et puis les équipes spéciales, surtout qui ont fait le métier. Il y a ce retour de punt de Deontay Harty en Oui. 4e quart-temps Alors, on qui rappelle, réveille tout le monde. allons-nous rappeler où a joué Deontay Harty, qui s'appelait à l'époque Deontay Harris, hein, puisqu'il il a changé de nom, notre cher ami Deontay Harty. Mais où a-t-il bien pu jouer? On se demande. Est-ce que vous avez la réponse? Bah Oh, oui, bah, on si se tu dis demande. ça, c'est que. Ah oui, où a-t-il joué? Eh ben chez moi, évidemment, Louisiane. Mais J'aurais dû m'en oui, bien douter. évidemment. Bien évidemment. Bah, il est arrivé même cette saison chez les Bills, puisque l'an Chez dernier, les- j'étais encore chez les Saints. Et donc ce retour de punt de 96 yards qui en plus réveille tout le monde parce que l'attaque de Buffalo marque sur le drive suivant, ils prennent la tête du match et ils la lâcheront plus. Donc oui c'est spectaculaire, oui ça a été un sacré match, mais faut pas être cardiaque quand on est fan de Buffalo. Mais un petit peu comme la semaine dernière, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la victoire contre les Patriots 27-21, au moins en première mi-temps, c'était pas folichon. C'était quasiment que des points marqués sur des jeux défensifs. C'était des interceptions sur Bailey Zappi, bon, dont on sait maintenant hein, qu'il n'est pas très très dur de l'intercepter visiblement. Donc c'est pas voilà, il y a quelques difficultés dans ses lancers. On l'a encore vu hier contre les Jets. Bon, voilà, il y avait quand même un match contre les Patriots qui n'était pas flamboyant, mais cette équipe arrive quand même avec 5 victoires de suite sur les playoffs. Ils ont battu à la suite les Chiefs, les Cowboys, les Chargers, les Patriots et les Dolphins. C'est pas rien non plus, hein, c'est pas les plus mauvaises équipes de la ligue. On a l'impression que, ça on en reparlera mercredi, mais qu'ils arrivent en pleine confiance au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où les playoffs vont commencer. Et c'est vraiment une bonne chose, à l'inverse un petit peu des Eagles de Philadelphie qui sont sur une dynamique opposée. Là, les Bills, on a l'impression qu'ils arrivent avec le plein de confiance, et puis ça pourrait, pourquoi pas, donner une belle saison pour les Bills finalement, alors qu'il y a encore 5-6 semaines de ça. On avait des grosses réserves sur le fait qu'ils se qualifient quand même. Ouais, c'est exact. Mais peut-être que c'est ça, après tout, l'essence de ce qu'ils font en ce moment. Ils sont en confiance et ils jouent crânement leur chance et ça passe. Alors, pour répondre à la question de mon cher Vince, hein, qu'il nous a posée, il suffisait d'aller chercher chez nos amis d'NFL, de la NFL, et tu vas voir, je vais te donner la réponse à ta question. Alors, il y a déjà eu une division qui a réussi à avoir ses membres tous en positif. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la NFL, à part la FC Nord cette année. C'était une division A4 également. Il y avait les Lions, il y avait les Packers dedans. Bon, alors vous allez me dire, ah bah oui, bah c'est la NFC Nord. Eh ben pas du tout. Il y avait aussi les Chicago Cardinals et les Chicago Bears, puisque c'était la NFL West de 1935. Voilà, c'est arrivé voilà, c'est la division Ouest de la NFL 1935, où les Lions avaient fini en champion avec 7 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Les Packers deuxième avec 8 victoires et 4 nuls. Et oui, parce qu'à l'époque, les matchs nuls comptaient aussi, etc. Bref, enfin, on va dire oui, ils avaient 8 victoires, oui, mais ils n'étaient pas devant. Enfin, on va pas revenir sur sa manière de départager en 1935. Et ensuite, les Cardinals avaient 6 victoires, 4 défaites et 2 nuls, et les Bears, 6 victoires, 4 défaites et 2 nuls également. Donc, ils étaient tous avec un bilan positif en 1935. Voilà. C'était la minute. J'avais trouvé en 2002 aussi une division qui avait qualifié ses 4 membres, mais il y avait des membres qui avaient fini à égalité, parce qu'en fait, c'était les saisons avec 16 matchs, donc c'était facile de finir à égalité, quoi. Oui. Bah moi, alors, c'est une info NFL, hein, c'est marqué l'AFC Nord avec Baltimore, Cleveland, Pittsburgh et Cincinnati devient la première division avec toutes ces équipes qui ont un record positif. Donc effectivement, ça compte pas les équipes qui étaient à 8-8 à l'époque où il y avait 16 matchs. Là, c'est vraiment tous avec des records positifs. Voilà. Parfait. Merci. Là, c'était la minute Pierre Tchernia. Voilà. L'histoire de la NFL racontée par TFA, c'est toujours un bonheur. Et ça va nous permettre de passer à la NFC, où là aussi on va parler d'équipes historiques. On va parler des Packers, mais juste avant ça, on va parler des Buccaneers de Tampa Bay, puisque les Buccaneers sont devenus champions de NFC Sud pour la 3e année de suite. Incroyable! Alors qu'on leur promettait l'enfer après le départ à la retraite de Tom Brady, on savait même pas qui allait être quarterback titulaire
après, à la fin de la pré-saison, on se disait est-ce que Baker Mayfield aura le poste de numéro 1? Vous pouvez même retrouver des articles sur TFA où il y a des articles entiers qui sont faits pour présenter les 3 quarterbacks parce qu'on savait pas qui serait quarterback titulaire. Finalement, ce bon Baker Mayfield, il a réussi à conduire son équipe au titre de championne de division, Vince. Oui. Alors, comme tu Il le n'y a dis, rien il a d'autre à réussi dire, à t'as le faire. raison. Oui, on passe aux Packers. Non, mais Oh, il a réussi. je te sens chafouin sur ce coup-là, mon Flav. Non. Qu'est-ce qu'il y a pas? Raconte-nous. Il a réussi à le faire, alors que sur le dernier match, sur un dernier match hyper offensif quand même contre les Oui. Panthers, hein, Un 9-0, régal offensif. Et eux, ils n'avaient même pas un l'excuse du temps. régal, un plaisir de jeu, des Non. superbes actions de bout en bout. Bon, Des vous aurez drives vite compris construits admirablement. Vous aurez vite compris que c'est très ironique et c'est ça qui fait peur en fait. C'est que sur ce match-là, qui est un must-win et qui est vraiment alors ils l'ont gagné, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, on ne pourra rien dire. Mais quand même, bon. On reste un peu sur notre fin là, sur ces Buccaneers. Alors à voir. Personnellement, je les attendais absolument pas là en juillet. On m'aurait demandé où auraient été les Buccaneers en janvier. J'aurais dit en vacances. Eux non plus, ils s'attendaient pas là, hein, je te rassure. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même leur mettre ce crédit-là. C'est quand même très bien d'arriver à se qualifier en playoff. Alors la division est très faible puisqu'il y a les Saints dedans qui sont vraiment pas bons. Donc je me permets un peu de taquiner. On laisse passer. Si vous êtes fan, et je sais qu'il y a des fans des Saints, je salue Antoine par exemple qui nous écoute toutes les semaines, ne l'écoute pas. Il n'est que médisance. On lui a passé un coach de qualité. Bon, il a du mal à savoir comment jouer avec, donc du coup, c'est un peu comme un gamin qui a un joujou à Noël et qui sait pas l'utiliser. Il n'a pas les piles, donc Il a forcément, pas ça va dressé pas. les chevaux. Bon, voilà. Bon, il monte tout de suite sur ses grands chevaux, et c'est ça qui le rend un peu chafouin. Voilà. Non, mais pour revenir vraiment aux Buccaneers, alors bon, on peut sortir les stats du match, hein, c'est sûr, mais C'est peut-être pas la peine pour eux, non. Baker Mayfield, pour dire, il fait seulement 137 yards hier. C'est vraiment pas énorme. 20 sur 32, c'est pas non plus super. Enfin, c'est pas top, quoi. Les Cardinals arrivent à passer 131 yards aux Buccaneers à la course, rien qu'à la course. Les Panthers. Les Panthers, pardon. J'ai dit les Cardinals, pardon. Ça, c'est dans la médiocrité. Oui, enfin bon, il y en a un qui court et il y en a un autre qui vole, mais voilà. Mais les deux perdent, donc. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, voilà, c'est cette défense-là qui, même s'ils encaissent 0 point hier, quand on a regardé le match, j'avais vraiment l'impression que c'était plus les Panthers qui n'arrivaient pas à convertir leurs opportunités que les Buccaneers qui défendaient vraiment bien. Donc je suis très sceptique là, sur ces Buccaneers. Après, c'était une division qui était très serrée, hein, ça s'est joué à rien du tout, puisque les deux équipes finissent à 9-8, hein, il me semble. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc ça se joue au départage sur la division. Non, même pas sur les conférences, c'est sur les matchs directs entre eux, c'est ça? Non, parce qu'il y a une victoire partout. Non, c'est sur la Donc, ça se joue sur la conférence. conférence. Sur la conférence. Ouais. Ça joue au troisième point de tiebreaker. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Tout ça pour dire que ouais, c'est poussif. C'est poussif. Oui, ils se sont qualifiés. Maintenant, ça serait pour moi un énorme step-up s'ils arrivent à se qualifier, surtout qu'ils jouent contre les Eagles. Donc, ça va être un peu compliqué. Ouais. On parle beaucoup de Baker Mayfield cette saison pour les Buccaneers. Alors effectivement, c'est une belle histoire aussi pour lui, qui est arrivé donc cette saison chez les Bucs et qui réussit à les emmener au titre de division, ce qu'honnêtement très peu de gens attendaient au début de l'année. Il y a quand même quelqu'un à qui il faut donner du crédit, et peut-être même le crédit de cette victoire, c'est Antoine Winfield Jr., le safety des Buccaneers, qui a encore hier admirablement sauvé un touchdown
j'aurais presque envie de dire tout fait de DJ Chark qui s'en va sur le bord de la ligne et il le percute à 1 yard de la ligne. Le pauvre DJ Chark essaye d'étendre le bras pour casser le plan vertical. Le ballon sort de ses mains avant la zone d'en-but et sort ensuite en touchback. Antoine Winfield, il en est pas à sa première, hein. Il n'a pas été sélectionné au Pro Bowl. Ça a été l'une des très grosses discussions, d'ailleurs. Peut-être l'un des très gros oublis de ce Pro Bowl, vu la saison qu'il fait. Et finalement, c'est peut-être lui, plus que Baker Mayfield, qui emmène les Buccaneers en play-off. Très certainement, c'est son 6e fumble forcé pour lui cette saison. Il est premier ex-aequo de la ligue avec Jamel Dean, qui est cornerback pour Tampa Bay. Tiens, ça alors, comme c'est curieux. Effectivement, c'est sans doute lui et cette défense qui permettent à Tampa d'arracher cette qualification. Juste, on parlait statistiques, là, je regardais les stats du match. 12 punts au total dans ce match. 12 des drives qui durent entre 21 secondes et 6 minutes. Et le plus long drive, je crois que c'est 64 yards. En deuxième quart-temps, il y a un drive de Tampa Bay, c'est 4 jeux, 0 yards, 21 secondes et un punt. C'est beau. C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Donc, effectivement, mais on n'attendait pas Tampa en tête de sa division, certes. Après, on savait d'avance que l'équipe qui allait sortir de la NFC Sud serait probablement la moins forte de tous les qualifiés pour les playoffs. L'inverse aurait été là une sacrée surprise pour tout le monde. Et effectivement, alors on va pas se projeter sur les previews, Tampa Bay prend Philadelphie en wildcard, pas de bol, mais je ne vois pas comment il pourrait aller plus loin. Néanmoins, oui, il faut saluer tout de même et moi le premier, puisque je dois battre ma coulpe pour les propos que j'ai eus envers lui en début de saison. C'est la saison de Baker Mayfield que j'ai eu l'autre cuidance de traiter de pompe à vélo, fin de citation, lors de notre preview de la NFC Sud. Mais je reconnais mes torts. Il a fait une vraie saison de titulaire, une vraie saison de capitaine. Je crois qu'il est free agent à la fin de l'année. Oui, c'est ça, oui, voilà. Alors normalement, lui et Mike Evans sont free agent à la fin de la saison. Donc après, à qui est-ce que tu offres le gros contrat ? Non, quand même une petite idée. Je pense que ça irait plus du côté de Mike Evans que de Baker Mayfield, parce que bon, vu déjà il y a l'âge entre les deux garçons, et puis il va y avoir, et puis il y a aussi le passif dans la franchise, quoi. Tu te dis Baker Mayfield, ça a pu être une réussite d'1 an. Mike Evans, tu sais que tu peux avoir confiance sur lui pour faire des saisons répétées à plus de milliards, quoi. Donc bon. Exactement, il a une vraie régularité que Mayfield n'a jamais réellement eu au cours de sa carrière. C'est un de ces salarymen, de ces pros solides, voilà, qui peuvent réussir des coups comme cela sur une saison, mais c'est qu'on peut s'inscrire dans l'avenir avec un joueur de ce type. Donc bravo à lui, puisque oui, on parle de la défense, mais cette saison, Tampa la lui doit également très largement. Dans l'autre et le dernier qualifié pour cette NFC, ce sont les Packers de Green Bay. Alors ils avaient leur destin entre leurs mains, puisqu'il leur suffisait, si j'ose dire, de battre les Bears pour se qualifier pour le tour de wildcard. Ils l'ont fait chez eux. Alors, d'aucuns diront sans briller. Bon, j'ai envie de dire, ils ont fait le travail qui était attendu d'eux, avec une nouvelle fois une paire Aaron Jones et j'ai perdu son nom, et Jayden Reed qui ont très bien performé. Là encore, Vince, c'était pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus cette saison. On l'a pensé en reconstruction après le départ d'Aaron Rodgers pour les Jets. Finalement, Jordan Love a peut-être donné des gages de qualité qu'on n'attendait pas forcément de sa part. Alors, je pense que tu es un peu rude avec Jordan Love quand même. Dire qu'on en attendait, il a surpris. Après, de dire qu'on n'en attendait rien du tout, c'est peut-être pas le cas. Je pense que il avait été mis en place de manière à pouvoir un peu. On savait que c'était l'après Rodgers, que ça allait être l'après Rodgers.
Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on n'attendait peut-être pas tout de suite, dès cette année, à ce qu'ils qualifient les Packers en playoff. Je vais un peu nuancer cette qualification avec la blessure du QB des Vikings qui m'a échappé, qui est de Kirk Cousins, qui a fait sombrer les Vikings dans une tempête et dans un marasme qui a, pour moi, coûté la qualification. Maintenant, Jordan Love, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne pioche? Moi, je pense que c'est surtout une bonne construction. Il a montré quand même pas mal de choses tout au long de la saison. Il avait de gros poids sur les épaules quand même. Prendre la suite de Rodgers, c'est pas rien. Le Lambeau Field, c'est quand même une enceinte qui est connaisseuse, qui est très chauvine, très fière de leur équipe et qui ne pardonne très très peu d'erreurs de la part surtout des QB. Ils ont quand même un gros passif au niveau des QB de franchise chez les Packers. Bon, ils connaissent ça, surtout dans l'histoire récente. Donc voilà, hier, on parlait du match d'hier. Oui, effectivement, on peut toujours dire que c'était un match un peu poussif. C'est vrai, 17 à 9, il ne va seulement que 17 points, entre guillemets, contre les Bears. Il ne faut pas oublier que ces matchs-là, pour ces équipes-là, c'était déjà des matchs de play-off, quoi. C'était du winner go home. Donc, il fallait le prendre, ils l'ont pris. C'est très bien. Jordan Love qui finit à 27 sur 32 avec 316 yards à la passe, c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment très beau. Et moi, voilà, ces Packers m'ont surpris, effectivement. Mais je vais le nuancer simplement avec cette blessure de Kirk Cousins qui, pour moi, coûte la qualif aux Vikings et donc permet la qualification des Packers. Mon cher Seb, on a quand même une équipe des Packers qui avait mal commencé la saison. 3 victoires, 6 défaites sur les 9 premiers matchs. Un petit peu, j'ai envie de dire, à l'image des Rams, qu'on avait vu en début de saison assez poussif. Et les Packers ont réussi une deuxième partie de saison 2023 tout à fait remarquable, avec 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Ils ont perdu. Alors, en plus, ils ont perdu contre les Giants et les Buccaneers sur des matchs qui n'étaient pas forcément attendus comme étant les plus difficiles. C'est vraiment quand même une équipe surprenante, ces Packers, cette saison. Une équipe très surprenante, comme tu l'as dit, effectivement, une série de 6-2 sur les 8 derniers matchs de la saison, et puis surtout, sur cette série de 6 victoires et 2 défaites, Jordan Love qui lance 18 touchdowns et sur seulement une interception, et c'est cette série et cette performance qui les a fait changer de statut, en fait. Et Love, il réussit, mine de rien, il réussit quelque chose que Brett Favre et Aaron Rodgers n'ont pas su faire, c'est-à-dire qualifier Green Bay dès sa première année en tant que starter pour les playoffs. Et ça, c'est quand même pas rien, effectivement, quand on parle de passif, quand Vince plutôt parle de passif au poste de quarterback à Green Bay, c'est quand même pas rien. Donc, il lance 2 touchdowns en plus sur ce match, les deux pour Dontavion Wicks. C'est leur 3e victoire de suite, leur 10e de suite contre Chicago. Et puis surtout, ils ont un jeu au sol qui a pas mal marché du tout. 124 yards, dont 111 pour le sol Aaron Jones, qui réussit son 3e match à 100 yards de suite. La défense, elle a fait le métier contre Chicago. Je crois que Chicago, il cumule moins de 200 yards au total, 192 yards au total, dont 75 seulement au sol. Et je pense même que l'avenir, il pourrait être radieux pour Green Bay parce que l'effectif est particulièrement jeune. Jordan Love a 25 ans, A.J. Dillon en a 25. Sur les postes de receveur, Jaden Reed en a 23, Christian Watson en a 24. Bref, c'est des joueurs qui sont là pour un bout de temps. C'est en tout cas une équipe surprise, un peu comme les Rams. C'est une équipe qui ira jouer du côté de Dallas. Alors ce sera pas simple pour le premier tour des playoffs. Mais c'est comme ça. Il faut bien se frotter au plus gros. Et puis on sait que Dallas a cette faculté de pouvoir parfois laisser filer certains matchs de playoffs. Nous en reparlerons évidemment puisque le deuxième podcast de la semaine, celui que vous entendrez à partir de jeudi, sera consacré
intégralement au preview des matchs de playoff. D'ailleurs, on rappelle le programme de ces matchs de playoff. Ça commencera samedi à 22h30 avec la rencontre entre les Texans de Houston et les Browns de Cleveland. On aura ensuite, dans la nuit à 2h du matin, et ce sera à suivre sur W9 en clair. Donc vous pourrez le suivre si vous êtes un petit peu des oiseaux de nuit. Le choc entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami. Ensuite, la dimanche 19h, les Bills de Buffalo face aux Steelers de Pittsburgh. À 22h30, les Cowboys face aux Packers. À 2h du matin, les Lions face aux Rams, avec le retour de Matthew Stafford du côté de Détroit, ce qui va nous donner un petit match intéressant. Et enfin, pour finir tout ça, ce sera dans la nuit de lundi à mardi, le match entre les Buccaneers et les Eagles de Philadelphie. C'est l'heure d'annoncer, avant de passer à la dernière rubrique de notre podcast, que nous commenterons 2 matchs en intégralité ce week-end. Ce sera le Texans-Browns samedi à 22h30 et dimanche le Cowboys-Packers à 22h30 également. Voilà, vous nous retrouverez sur Twitch pour vivre avec vous les playoffs. Venez nombreux nous parler, discuter, bref, passer un bon moment pendant ces playoffs, que vous soyez fan d'une des 2 équipes ou simplement amoureux de la NFL. Avant de refermer le podcast, les amis, il y a de l'actualité ce lundi. Vous l'entendez mardi, mais nous on est lundi encore. Il y a le Black Monday. Aujourd'hui, on a eu 2 entraîneurs qui ont été renvoyés, notamment, on va commencer par Ron Rivera. Surprenant, Seb ? Non, c'était attendu. C'était attendu pour Ron Rivera, même depuis le début de la saison. Malheureusement, au regard de son bilan au cours de son mandat à Washington, c'était tout à fait attendu. Après, il se disait qu'il gardait la place au chaud pour Eric Bieniemy. On verra ce qu'il en est dans ça a l'air moins simple que ce qui paraît. Hein. Ça a l'air moins simple que ce qui paraît, voilà. Ça a l'air moins simple que ce qu'il paraît, puisqu'on sait que des entretiens vont avoir lieu pour le poste, mais effectivement, c'était attendu au regard de son bilan au final à Washington. Hein. On sait ce qu'il en est. Je suis en train de rechercher son... Il n'y a aucun bilan positif. Il n'y a aucune saison positive. Je crois que c'est 26 victoires, 40 défaites ou quelque chose comme ça. Donc voilà, le coup près est tombé pour lui. Et puis c'est la fin de son aventure à Washington. Et Arthur Smith, par les Falcons, aussi renvoyé, alors lui, dès les premières minutes de ce Black Monday, des minuit 10. Bon, là aussi, pas de surprise, 3 saisons chez les Falcons, 3 saisons négatives. Il n'y a rien de très surprenant. Surtout, il était beaucoup critiqué sur l'utilisation des joueurs, notamment offensifs. On pense à Kyle Pitts et on pense évidemment cette saison à Bijan Robinson, qui ont été peut-être sous-utilisés. Et quand on voit encore la première mi-temps de Bijan Robinson face aux Saints ce dimanche, tu dis qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux pour les Falcons dans cette NFC Sud. Ça a visiblement coûté sa place à Arthur Smith. Les amis, est-ce que vous avez une action ou quelque chose, un résultat dont on n'a pas parlé qui vous a particulièrement plu cette semaine, Seb, la victoire des 49ers? Oh wait, ils n'ont pas gagné. On n'en avait pas besoin. Alors, nous. Moi, nous non plus, on n'en avait pas besoin. Oui, on n'a pas gagné non plus. Hein. Nous, qu'on a gagné ou pas, ça aurait rien changé. Moi, je vais pas être très très original. C'est le retour de punt de 96 yards de Buffalo. Voilà, c'est ce qui a complètement débridé le match. Il était temps au moment où ça s'est produit, mais c'est vraiment l'étincelle qui leur a permis de surmonter l'écueil Miami. Très bien. Vince, une action qui t'a plu, toi ? Moi, je vais parler d'une action un peu défensive plutôt. Et alors, je ne sais pas si c'est une belle action défensive ou un loupé offensif, mais on va dire ce stop des Titans sur la 4e et goal de sur la Trevor Lawrence. De Trevor Lawrence. Ouais. Effectivement, un très très beau stop défensif. Alors, après comme tu l'as dit aussi, il y a le très beau stop défensif avec le fumble du safety des Buccaneers.
Très bon. Ouais, de Winfield, ouais, effectivement. On ne peut pas refermer ce podcast sans parler des Saints de la Nouvelle-Orléans, bien évidemment, et encore moins de cette action qui s'est passée à 1 minute de la fin. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux qu'Arthur Smith, l'entraîneur des Falcons, a eu une petite altercation avec Denis Allen, l'entraîneur des Saints. Alors, il n'y a même pas eu d'altercation parce qu'en fait, Arthur Smith est venu râler sur Denis Allen et est reparti. Donc, il n'y a pas eu de... Et le pauvre Denis Allen essayait de le calmer, mais bon, ça n'a visiblement pas eu grand effet. D'où est venu ce problème? Comment résumer l'affaire? Il restait 1 minute à jouer, les Saints étaient à 1 yard de la ligne d'en-but des Falcons, ils menaient à cet instant 41-17 ou quelque chose comme ça. Et là, Denis Allen appelle un jeu qui est très simple. Il demande à Jameis Winston de poser le genou au sol pour faire couler le chronomètre et gagner 41-17. Tout aurait dû s'arrêter là, oui, mais voilà que Jameis Winston et toute l'équipe, et je précise toute l'équipe offensive des Saints, puisque beaucoup ont dit c'est Jameis Winston qui a décidé, alors que tout le monde dans l'organisation des Saints a dit que c'était une décision collective. Ils ont décidé d'offrir une chance à Jamal Williams d'aller marquer son premier touchdown de la saison. Lui qui avait été le meilleur marqueur l'an dernier, qui n'avait toujours pas marqué avec les Saints depuis le début de saison. Ils se sont dit, il reste 1 yard à parcourir, Alvin Kamara est absent, c'est le moment ou jamais. Ils ont donc décidé de se mettre en formation, qu'on croyait formation de victoire, et finalement d'aller inscrire un touchdown qui a passé le score à 48-17. Alors, je veux votre avis, les amis. C'est fair play, c'est pas fair play, c'est beau, c'est moche, parce qu'on a tout vu. Hein. Il y en a qui ont dit ça ne se fait pas, on ne doit pas enfoncer la tête de l'adversaire. D'autres qui ont dit c'est une rivalité de division, et en plus une rivalité particulièrement chaude entre les Falcons et les Saints. Ils ont eu raison d'appuyer s'ils le pouvaient. Alors, Vince, ils ont eu raison ou ils n'ont pas eu raison? Toi, t'es entraîneur ou t'es joueur, tu t'enfonces la tête de l'adversaire ou pas? Mais bien sûr que je le fais, 100 fois. Pour être honnête, on en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait sur l'arbitrage. Moi, je militerais même plus pour empêcher cette règle de mettre de victory formation, là, de mettre le genou au sol. C'est quelque chose qui m'énerve et qui m'agace de voir que passer 1 minute 30, si t'as plus de temps mort, c'est fini. Le match, il t'échappe et c'est tout. Non, un match, ça se joue du début à la fin. Je ne vois pas pourquoi. Enfin, c'est que de l'orgueil là. Là, il n'y a plus que de l'orgueil qui est là-dedans. Ils se sont pris une valise chez les Saints et voilà, c'est l'orgueil qui pique un peu. Maintenant, moi je dis bravo à eux. Tant mieux, ils ont réussi à exploiter. Moi, j'étais entraîneur. Je leur disais, les gars, à l'entraînement, je disais, entraînez-vous à vous replacer vite parce que moi, si je suis joueur et que mon équipe en face n'est pas placée, je m'en fous, je joue. Le ballon, il est disponible, je joue. Il y a beaucoup trop de fair play. Alors, attention, je ne dis pas que le fair play, c'est pas bien. Hein, mais il y a beaucoup trop on attend l'adversaire, on le respecte. Non, à un moment donné, c'est un match de football américain. On est là pour marquer plus de points que l'adversaire. Si on peut le marquer, on marque. Moi, c'est mon point de vue. Et ça m'a bien fait rigoler. Et j'espère que ça va changer. Juste pour faire le parallèle avec les autres ligues, on voit ça rarement dans les autres ligues. Il n'y a qu'en NBA sur la dernière possession où on ne joue pas. Et de plus en plus, on commence à revenir là-dessus. Il y a de plus en plus de joueurs qui veulent essayer d'y aller et de marquer un petit panier en plus. Bon, je ne vois pas pourquoi on ne jouerait pas, parce qu'il reste 1 minute. J'imagine les gens qui ont joué au paris sportif et qui avaient misé sur le total de points, tu vois, ils ont dû soit adorer Jamal Williams et Jameis Winston, soit les détester, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, en tout cas, du côté de la Nouvelle-Orléans, visiblement, la tendance est plus à ce que les gens adorent Jameis Winston et ce qui a été fait. Donc bon, c'est comme ça. Mais tu demandes du côté d'Atlanta, je suis pas sûr. Non, du côté des non, et puis je pense que ça se paiera l'an prochain. Si tu veux mon avis, c'est sûr. Il va y avoir un retour de flamme lors des 2 duels de l'an prochain, qui étaient déjà pas très amicaux entre les Saints et les Falcons, mais qui risquent pas d'améliorer les relations. Toi, mon Seb, ça te semblait, t'aurais joué aussi? Si on faisait ça contre tes 49ers, ça aurait râlé? Je sais pas. C'était drôle à voir. C'était drôle. Alors, pas pour les Falcons. Oui, pas pour les Falcons, certes. Et honnêtement, alors, peut-être que ça se paiera la saison prochaine, mais honnêtement, tempête dans un verre d'eau, dans 48 heures, on n'en parlera plus. Oh non, ça c'est très clair. Et alors, par contre, il y a quelque chose peut-être qui est plus intéressant et bizarrement,
pour les Saints et pour ce que ça veut dire de leur saison, c'est peut-être aussi le statut de Denis Allen à l'intérieur de l'organisation, parce que le coach appelle un jeu et toute l'équipe décide d'en faire un autre. Alors, un qui marche mieux que ce qui était prévu, hein, bon, ça, on s'est toujours dit, de toute façon, que si on se passait des coachs à la Nouvelle-Orléans, ça irait mieux. Mais le truc, c'est quand même, tu te dis, est-ce qu'il a pas perdu le vestiaire? Parce que t'as quand même toute l'équipe qui décide de faire autre chose que ce que le coach appelle. Tu vois. Ça pose quand même question sur l'implication. Alors, beaucoup de fans des Saints s'attendaient, enfin, espéraient que Denis Allen soit débarqué pendant ce Black Monday. Visiblement, ça ne prend pas le chemin. Bon, ça pose quand même une petite question sur le vestiaire et comment il tient le vestiaire. Mais ça, hein, on en saura plus à l'intersaison. Pour l'instant, ce n'est pas le débat. Mes amis, merci beaucoup Vince, merci Seb d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve donc en milieu de semaine, jeudi, pour faire la preview des 6 matchs de playoff qui nous attendent en fin de semaine durant tout le week-end. On va passer un très beau week-end. Et Seb, il va en passer encore mieux parce qu'il sait qu'il est déjà qualifié pour le tour suivant, ce qui est déjà une très bonne chose. Merci les amis et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Salut à tous. Ciao, bye.